Nous sommes de retour sur le podium en deuxième position au championnat du monde, mais cela ne suffit pas. Pas quand McLaren vole, que Red Bull résiste avec une seule voiture et que Ferrari continue de flotter. Cette vidéo explorera en détail la réalité de la science-fiction 25E. Les véritables enjeux de Barcelone. Gestion pneumatique, fautes stratégiques, communication technique en coulisses et réelle manœuvre. Car derrière le silence concernant les évolutions et le calme apparent de Vasseur, quelque chose se prépare. Mais est-ce suffisant pour vraiment gagner? Restez jusqu'à la fin, car cette fois-ci, il ne suffit pas de lire les résultats, il faut les lire entre les lignes. Si tu aimes les vidéos, mets un like pour me soutenir. Commençons tout de suite. Ferrari quitte Barcelone avec une deuxième place au championnat des constructeurs, mais sans grande satisfaction. C'est un progrès par rapport à Imola, mais c'est un signe timide. Vasseur le dit aussi, nous ne sommes pas ici pour finir deuxième. Et il a raison, les chiffres montrent une progression, mais la réalité c'est que McLaren a creusé l'écart, Red Bull survit avec une seule voiture, Mercedes coule, et pourtant la Ferrari flotte. Elle ne coule pas, mais elle ne décolle pas non plus. Le rythme de la science-fiction, 25, n'a pas suffi pour menacer McLaren. La stratégie n'a que partiellement fonctionné. Leclerc a sacrifié les qualifications pour garder deux trains de pneus médium en course. Hamilton a suivi une stratégie soft-médium-soft, plus conservatrice. Mais le vrai problème a été une double panne d'équilibre qui a touché les deux pilotes et que Vasseur a confirmé sans entrer dans les détails. Leclerc a discuté directement avec Piastri dans l'arrière-podium, mentionnant que c'était une sensation, mais un véritable problème. Hamilton avait la voiture déséquilibrée lors du dernier relais. Quelque chose s'est cassé ou a changé sur la science-fiction, 25, sans que nous le sachions encore. Et si nous parlions d'erreur? L'échange entre les pilotes en début de course est arrivé tard, Vasseur minimise, mais quelques secondes ont été perdues. Dans la lutte avec McLaren pour la 10e place, chaque détail compte. Le choix des pneus a été un casse-tête. Malgré la chaleur, la tendre a été plus efficace que la médium à la surprise générale. Ferrari a misé sur les longs relais avec 3 trains neufs pour la course, mais cela n'a pas suffi pour suivre McLaren. En qualification, par contre, cela a coûté cher. La stratégie a coûté 2-3 places. Un dixième de plus aurait permis de rester dans le top 4. Vasseur admet que le pari n'a pas payé, mais qu'il était nécessaire. Malgré tous les problèmes, nous sommes quand même sur le podium et repassés devant Mercedes au classement des constructeurs après le désastre en Chine. C'est déjà quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant, Vasseur le répète, il faut plus, il faut gagner. Et sur la question des mises à jour, c'est motus et bouche cousue. Il y a des mises à jour qu'on voit et qu'on déclare, d'autres qu'on ne voit pas et qu'on ne doit pas déclarer. En somme, quelque chose se trame, mais ils le taisent. Et parmi eux, nous savons qu'il y a la suspension arrière revue, indispensable pour les prochaines courses, arrivera bientôt. Selon Vasseur, la directive technique sur les ailes avant n'a pas eu d'impact. McLaren est encore devant de 2 à 3 dixièmes. Pourtant, bilan sur une grille aussi serrée, perdre ne serait-ce qu'un dixième te fait perdre 3 positions. Des détails cruciaux. Ferrari avait déjà prévu une nouvelle aile, donc le coût d'adaptation n'a pas été problématique. Mais en regardant la course après 14 tours Leclerc, qui était à 5 secondes, n'était pas si loin à la fin. La science-fiction 25 s'est améliorée depuis Miami malgré ses imperfections. Désormais, la semelle en acier est au centre des discussions. Mais Vasseur minimise. Cela n'aura pas d'impact. Il suffit de bien l'essayer. En réalité, plus que la dégradation thermique à Barcelone, Trudy, ce sont les pneus qui ont été décisifs. Encore une fois, la véritable limite de la science-fiction, 25, reste l'incapacité à exploiter les pneus tendres en qualification et la difficulté à gérer les composés en course. Cela t'oblige à reculer, à affronter le trafic et à remonter. Malgré des courses récentes encourageantes, Vasseur appelle à la prudence, soulignant l'importance de rester humble face aux pneus. Chaque week-end, tout change, température, asphalte, gomme, rien n'est acquis. Et c'est là que Ferrari doit progresser dans la gestion, dans la constance. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'avec des évolutions visibles, on gagne en lisant bien les conditions et en s'adaptant mieux que les autres. Pour l'instant, c'est encore la spécialité des autres. Il y a un problème avec les Power Units cette saison. Le règlement est figé, aucun développement n'est autorisé. Malgré tout, Mercedes accumule les abandons et Ferrari semble bridé, avec le frein à main tiré. La sensation, c'est que quelqu'un fait des tests en avance pour 2026. Et si c'était le cas, il y aurait une raison valable à tous ces problèmes. Commençons par les chiffres. 3 abandons pour Mercedes lors des 3 dernières de course. Antonelli a abandonné à Imola en raison d'une panne électrique et à Barcelone suite à une fuite d'huile. Alonso a perdu un cylindre à Monaco, un événement inédit en Formule 1 depuis des années. Ce n'est pas normal. Le dernier épisode similaire était peut-être Ricciardo avec Red Bull en 2018. Ce genre de panne n'arrive jamais par hasard, encore moins à un moment où les unités de puissance devraient être fiables et éprouvées.
Ferrari a adapté son approche suite aux soucis techniques enfin, des écuries motorisées Haas, Berman et Sauber. À Miami, l'équipe a décidé de courir avec une cartographie moins poussée. Ils ne le disent pas, mais ça se voit. La science-fiction 25 a perdu un peu de brillance dans les lignes droites, mais au moins, elle a gagné en fiabilité. La véritable question est de savoir s'ils testent déjà quelque chose pour 2026 et si c'est plausible. Dès l'an prochain, les carburants, la combustion interne et tout le reste changeront. Si tu peux expérimenter maintenant avec des cartographies hybrides ou des modifications logicielles subtiles, fais-le autant que possible. Si tu ne gagnes pas le championnat du monde, mieux vaut s'en servir pour se préparer. Mercedes est maintenant concentrée sur l'avenir. McLaren, seule cliente Mercedes sans problème et se battant pour gagner, reste immunisée. Le soupçon est qu'elle ait expressément demandé des fournitures stables, sans expérimentation. Ce n'est pas un hasard s'ils sont en avance de plusieurs années-lumière chez les constructeurs et qu'ils peuvent vraiment se battre seulement avec Verstappen. Le soupçon existe et il n'est pas infondé. Les tests pourraient déjà avoir commencé. Personne ne l'admettra, mais si tu vois autant de pannes sur des moteurs censés être gelés, il y a une raison. Et ceux qui, comme Ferrari, veulent recommencer à gagner, doivent prendre des risques maintenant. Mais il faut des données, il faut des kilomètres, et il faut le faire sans compromettre la fiabilité des deux science-fiction 25. Parce qu'arriver au bout reste encore la seule certitude pour rester dans le groupe. Personne ne parle clairement, mais quand les pièces uniques perdent des pièces et que les équipes gèrent, cela signifie que quelque chose bouge. Celui qui attend immobile risque d'arriver trop tard. Hamilton a quitté Barcelone détruit. Pas tant pour le résultat, qui n'a déjà pas été brillant, mais pour la nette impression de ne plus avoir la voiture en main. Et nous ne parlons pas d'une mauvaise journée, lui-même a dit que c'était la pire course de sa carrière. Concernant l'équilibre, on parle de quelqu'un qui a piloté des voitures difficiles à maîtriser au début des années 2000. Avant même la domination de Mercedes, Lewis le dit, c'est grave. En qualification, qu'il avait limité les dégâts, 5e puis 6e en course grâce à la pénalité de Verstappen. Mais il n'y a pas eu un seul moment durant tout le week-end où Hamilton ait trouvé confiance dans la science-fiction 25. À la radio, il a été très dur, c'est la pire voiture qu'il ait jamais conduite. Parce que si même quelqu'un comme lui commence à perdre le nord, le problème n'est plus seulement technique, il est mental. L'après-course avec Sky United Kingdom a été éloquent. Tout a été terrible, il n'y a rien à expliquer, je ne sais même pas s'il y a des réponses, peut-être que c'est de ma faute. Une phrase comme ça, un septuple champion du monde, ne la dit pas s'il n'est pas vraiment perdu. Et s'il commence à douter de lui-même, alors la situation de Ferrari est bien plus grave que ce qu'on veut faire croire. Et c'est là qu'intervient Vasseur, qui essaie d'éteindre l'incendie. Il dit que Lewis est resté devant Russell pendant 70% de la course et que George n'a pas qualifié sa course de désastre. Mais c'est une comparaison faible. Le point, c'est que Hamilton s'attendait à un saut de qualité, à un changement de rythme. Au lieu de ça, il est perdu dans un labyrinthe. Pour empirer les choses, il y a un problème technique. Dans le dernier relais, Vasseur le confirme. Quelque chose s'est cassé ou a changé sur la science-fiction 25 avant la voiture de sécurité. Mais maintenant, c'est la règle, pas l'exception. Depuis qu'il est chez Ferrari, Hamilton n'a jamais eu 2 week-ends consécutifs où la voiture fonctionnait de la même manière. Quand on doit toujours repartir à zéro, le feeling ne vient pas. Et sans feeling, même un champion comme lui ne peut réaliser de miracles. La vérité, c'est que Ferrari et Hamilton sont tous les deux en phase de transition. Le temps presse et McLaren continue de surprendre, pas uniquement sur la piste. À Barcelone, avec 50 degrés sur l'asphalte, ils ont apporté une solution qui a fait parler tout le monde. Un réservoir frontal rempli de 3 kg de glace sèche pour refroidir l'habitacle de la MCL39. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la Formule 1 et c'est parfaitement légal. La Fédération internationale de l'automobile a approuvé ce système, placé à l'avant, en dehors du centre de gravité, justement parce qu'il ne peut en aucun cas entrer en contact avec les conduites de carburant. La raison est simple, refroidir le carburant est strictement interdit. Cela signifierait obtenir plus de puissance à consommation égale. C'est pourquoi McLaren a dû tout installer en porte-à-faux à l'avant, tout en sachant que 3 kg à cet endroit ne sont certainement pas idéaux pour la dynamique de la voiture. Mais il y a bien plus derrière ce choix. Le refroidissement sur la MCL39 est l'un des secrets de sa fiabilité. Alors que Mercedes casse des moteurs et que nous parlons du même moteur, McLaren n'a jamais eu de problème. La raison ? Chaque équipe développe de manière autonome le système de refroidissement des pontons, les masses radiantes, les évacuations de l'air chaud. Woking a construit une voiture fermée, compacte, qui gère les flux thermiques avec une précision chirurgicale. Cela dépasse l'unité de puissance. Le système de freinage optimise même le comportement des pneus, en particulier à l'arrière. Dans l'écarter en carbone, il se crée une couche d'air frais qui empêche la surchauffe des pneus. Cela implique des relais plus longs, moins de dégradation et plus de performance.
C'est là que l'on gagne aujourd'hui en Formule 1, dans la gestion du détail, dans le contrôle thermique, dans la capacité à tirer le meilleur parti de chaque composant. Red Bull a demandé à la Fédération internationale de l'automobile une clarification formelle sur ce sujet, et ce n'est pas un hasard. Ils veulent savoir exactement ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. McLaren n'a pas perdu un dixième après la nouvelle directive d'Imola, elle est même de plus en plus forte. La glace sèche est réelle et fonctionne non seulement pour le confort du pilote, mais aussi pour maintenir l'efficacité du package constante. 3 kg de plus pèse, mais si le gain en gestion thermique est supérieur, ça en vaut la peine. Aussi parce que lorsque les autres s'arrêtent en panne, toi tu roules encore. McLaren ne fait pas que courir le championnat du monde, elle prépare le terrain pour dominer sur le long terme. Et chaque détail compte. Tsunoda est officiellement entré dans le cercle vicieux où finissent tous les coéquipiers de Verstappen comme Lawson et Perez avant lui. À Barcelone, au 21 il a fini dernier en qualification, s'enfonçant en fond de grille, tandis que Max tentait de rivaliser avec les McLaren. Et tout de suite, les rumeurs sont reparties. Isaac Hadjar est-il prêt à prendre la relève une fois de plus? Mais cette fois, Helmut Marko surprend tout le monde en défendant le pilote, contrairement à sa réaction passée envers d'autres. Il dit que Tsunoda avait une voiture moins évoluée, qu'il manquait le nouveau fond plat, et que lors de certaines séances d'essais libres, il était même à un dixième de Max. Mais en qualification, Verstappen fait la différence. Le problème est systémique. La RB21 a une fenêtre d'exploitation étroite et doit être réglée parfaitement pour être compétitive. Verstappen arrive à s'adapter instantanément à chaque modification, mais si tu arrives en Q1 en cherchant encore où intervenir, le week-end est déjà compromis. Et c'est justement ça le problème. Il faut un pilote qui tienne psychologiquement, pas quelqu'un qui essaye de rester collé à Max, parce que là, tout le monde échoue. Quand ils essaient de le battre, il s'effondre. Il faut quelqu'un de stable, constant, qui marque des points. Depuis, les performances de Tsunoda ont baissé. Il a maintenant une dernière chance, non seulement pour les points, mais aussi pour regagner confiance. Le crédit d'Hadjar n'est pas infini. S'il continue à bien faire, le changement sera bientôt là. Yuki est au courant et doit agir immédiatement. Le travail sur les pneus a débuté officiellement à Barcelone. En 2026, Mercedes et Racing Bulls ont mis en piste 2 voitures, mulées, pour tester les nouveaux pneus slick Pirelli avec un objectif précis. Mélange dur, construction différente, températures élevées, le circuit catalan est parfait pour mettre les pneus à rude épreuve. Et c'est ici qu'il a été décidé de recueillir les données clés pour le prochain règlement. George Russell et Isaac Hadjar ont été les protagonistes de la première journée. Tous deux ont beaucoup roulé. 136 tours pour Russell, 146 pour Hadjar. Plus de 4 grands prix complets en une seule journée, mais le chrono compte peu cette fois. L'objectif est tout autre, évaluer comment se comportent les nouvelles carcasses sur la distance avec différentes pressions, charges et conditions d'asphalte. La vraie nouvelle, c'est que demain on retourne en piste et il y aura 2 observés spéciaux. Andrea Chimi Antonelli avec la Mercedes et Yuki Tsunoda avec la Red Bull. Tous deux sont appelés non seulement à rouler, mais aussi à donner des retours fondamentaux sur des pneus qui vont changer le visage de la Formule 1 dans quelques mois. Le fait que Tsunoda soit mis au volant de la Red Bull officielle lors d'un test Pirelli en dit long. C'est une façon de l'évaluer en dehors du chaos des qualifications et des week-ends sous pression. Et cela pourrait beaucoup compter dans sa course pour garder sa place dans l'équipe. Pour Antonelli, c'est une opportunité encore plus importante que les résultats en course. Pirelli et la Fédération internationale de l'automobile veulent des réponses globalement. Rapide. Le règlement technique 2026 est désormais défini dans ses grandes lignes et les pneus devront être à la hauteur, des nouvelles unités de puissance et des nouvelles aérodynamiques. Il faut de l'adhérence, de la durabilité et de la cohérence. Et il est clair que Barcelone n'est que le début d'une longue série de tests qui accompagneront le paddock pour le reste de la saison. Le calendrier 2026 de la Formule 1 est en train de se dessiner et les changements à venir sont importants. L'objectif est clair, réduire les déplacements intercontinentaux et rationaliser les enchaînements de courses. Moins de trajets Europe-Amérique, plus de cohérence géographique, début toujours à Melbourne. L'Albert Park sera le théâtre des débuts des nouvelles monoplaces avec châssis et groupe motopropulseur 2026. Et pour la deuxième fois, il utilisera l'un des 5 jetons d'ouverture prévus par le contrat avec Liberty Media jusqu'en 2037. L'Arabie Saoudite et Bahreïn reviendront en tête seulement en 2027 également pour éviter les chevauchements avec le Ramadan. Le changement majeur concerne l'Italie avec le retrait d'Imola du calendrier. Malgré la pétition des fans, le Santerno n'est pas au programme. Pourrait-il alterner avec Spa ou Barcelone? Mais en attendant, il est sacrifié pour fluidifier la partie centrale de la saison. Montréal, quant à lui, est avancé à mai, probablement juste après Miami, dans une double manche américaine avant le retour en Europe. Cela déplace aussi Monaco au premier week-end de juin,
rompant le chevauchement historique avec l'Indy 500. Mais le problème est justement là. Montréal et Indy risquent de se dérouler en même temps, obligeant les passionnés à choisir. En attendant, Madrid se prépare à faire ses débuts si le circuit est prêt à temps. Madrid remplacera Barcelone en septembre pour clôturer la tournée européenne. Après Zandvoort qui quitte la Formule 1 et Monza. Barcelone devrait rester mais revenir au printemps, probablement associé à Monte-Carlo, comme cette année. La fin du calendrier comprenant l'Asie, l'Amérique et le Moyen-Orient devrait rester la même, avec une incertitude uniquement pour Las Vegas. Le contrat expire fin 2025, mais un renouvellement semblait évident. C'est Liberty Media elle-même qui promeut l'événement. En résumé, 2020 offre un calendrier mieux organisé, mais aussi quelques départs marquants. Et entre Imola qui sort, Madrid qui entre et la guerre des dates avec l'Indy 500. Il y aura beaucoup de choses à discuter dans les prochains mois. Si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi et active la cloche. Donne ton avis en commentaire. Et on se retrouve à la prochaine.